programme chargé, coup de gueule et humour à gogo, vérification, confirmation, divulgation, révélation, documentation et concentration, car je vais faire court, enfin, je vais essayer. On est parti tout de suite, pas besoin d'être un grand illuminé du net pour sortir des inepties monstrueuses, il suffit de s'appeler Donald Trump, tout de même président des États-Unis, lequel a préconisé à ses citoyens de s'injecter du désinfectant afin de lutter contre le coronavirus. S'il vous plaît, de grâce, surtout, ne le faites pas. Et le problème, c'est que je suis persuadé que certains en soient tout à fait capables. Tout et n'importe quoi, même et surtout venant des plus hautes autorités. On ne présente plus Donald Trump. Disons seulement que cette fois-ci, il a fait fort, plongeant la communauté scientifique tout entière dans la consternation. Pour ce qui est de la suite de nos petites investigations, en attendant la fin du CNS, eh bien, on va dire qu'au niveau des vérifications, je ne pense pas vraiment nécessaire de signaler que le confinement tape sur les nerfs de pratiquement tout le monde, mais c'était autre chose que de vérifier le trouillomètre de la population. Si vous avez vu ma première vidéo, je veux dire ma dernière vidéo, la précédente, celle qui vient avant celle-ci, quoi, vous devez savoir pourquoi je pose la question. Le conditionnement de la population par un climat de peur afin de la préparer à la vaccination obligatoire. Précisons tout de suite que je ne suis absolument pas anti-vaccin, mais ce que j'incrimine, ce sont les petits suppléments éventuels, soigneusement dissimulés ou pas, mais aux intentions plus que douteuses et dont les prémices pourraient se trouver par exemple dans le tracing. On y reviendra. Alors, vérification number one. Réouverture prochaine des magasins de mode, de vêtements et autres textiles. Extrait d'images vues à la télévision. Paiement par carte avec utilisation d'un coton-tige sur le terminal. Pas de ticket de caisse, celui-ci sera délivré par email. Waouh! Dispositions et précautions pour éviter la contamination, d'accord. Mais il ne faudrait quand même pas pousser Bobonne dans les orties. D'abord, il existe encore des personnes qui n'ont pas Internet, ni donc de messagerie, ni même de smartphone, même si ça devient rare. Ensuite, on n'est pas obligé de communiquer son adresse email, ce qui, à mes yeux, ouvrirait la porte à des incursions indésirables. Par contre, le ticket de caisse peut tout à fait être exigé et son absence pourrait provoquer de graves conséquences, par exemple en cas de soupçon de vol. Ensuite, si le paiement par carte bancaire est naturellement vivement conseillé, souhaité et privilégié dans le contexte que l'on sait, en revanche, il est interdit aux commerçants de refuser le paiement en espèces. Pour m'en assurer, je me suis renseigné auprès de la police, auprès de la section gouvernementale spécialement dédiée aux questions concernant le coronavirus, et peu après la rédaction de mon texte, j'en ai encore eu confirmation via BelRTL qui en a parlé comme s'il y avait eu transmission de pensée. Les seuls cas où le paiement en cash peut être refusé concernent le principe de proportionnalité, le soupçon de faux billets, de billets endommagés ou un nombre trop important de pièces de monnaie. En dehors de ça, basta! Pourtant, plusieurs grandes enseignes se montrent formelles à cet égard et je vous invite à rester tout aussi ferme puisque vous êtes dans votre bon droit. Mais tout ceci nous permet de vérifier par la même occasion que la volonté de faire disparaître le cash au profit de l'argent virtuel est une tendance de plus en plus marquée, favorisée par la présente pandémie. Cela confirme donc bien ce que j'énonçais dans ma vidéo précédente. Alors, vérification number 2. On va rester dans le domaine commercial avec une expérience que j'ai personnellement vécue dans une grande surface alors que je respectais strictement toutes les dispositions de réglementation d'ordre intérieur et de distanciation sociale. Tout se passe bien jusqu'au passage à la caisse où j'attends mon tour. Bon, j'attends. Et tout d'un coup, la caissière m'enjoint de me mettre derrière la ligne brune. Alors, comme je lui fais remarquer que j'y suis précisément derrière cette ligne brune, elle corrige le tir en me disant « Non, pas celle-là, la suivante, celle de derrière. » Non mais tu rigoles, je suis presque assis sur les frigos, à plus de 5 mètres d'elle, il y a une autre cliente devant moi, et donc 2 caddies entre nous. Et c'est pas assez. Alors quoi, il est marqué contaminé sur mon front, est-ce que je dois me réfugier au bout du rayon fruits et légumes, ou mieux dans la réserve pour lui assurer une protection suffisante? Cette caissière se base-t-elle sur la théorie des 8 mètres de rayon? Dans ce cas, pour les files qui attendent à l'extérieur, prévoyez des navettes spéciales pour les vieilles personnes
qui ne supporteront jamais une marche de 15 kilomètres. Bon, cela dit, il est vrai que les vieilles personnes ont tendance, ces derniers temps, à disparaître mystérieusement. Et bah, vous savez, je parlais de ces mêmes personnes qui n'ont pas Internet, ni de messagerie, ni de smartphone. Ça vous dit quelque chose? Ah bon, c'est juste une question, hein, bon. Vérification number 3. Pour faire peur, rien de tel que les chiffres, surtout quand ils sont en rapport avec le nombre de morts. Un certain Donald Trump, souvenez-vous, il s'agit d'un vague politicien qui habite un petit patelin là par là et qui parle à s'injecter du désinfectant donc, hein. Eh bien, il s'est attaqué à la Belgique en lui reprochant sa façon de présenter le nombre de décès. Alors là, c'est vrai qu'il faut faire un petit tour de passe-passe avec les chiffres, tout en sachant que ça reste approximatif puisque les données évoluent forcément de jour en jour. En Belgique, on a compté dans le nombre de décès la quantité de personnes seulement soupçonnées d'avoir été atteintes du Covid-19. Et là, c'est vrai que c'est un point qui a justement pu contribuer au sentiment de peur généralisée. Une autre façon de voir les choses, c'est de prendre le nombre actuel, de le diviser par 2 en estimant le gonflage réalisé par la Belgique. On compare ensuite le nombre obtenu à celui des décès à Wuhan et l'on s'aperçoit que même en y ajoutant le nombre de décès après correction de la Chine, le nombre de morts reste supérieur en Belgique. Alors je ne suis pas sûr que vous ayez absolument suivi mon raisonnement, mais je peux vous garantir qu'il est logique. Donald, de quoi tu parles? En Belgique, il y a 11 millions d'habitants, 25 en comptant le nombre d'étrangers. Non, je plaisante, hein, bon d'accord, bah, quoique. Alors qu'en Chine, on s'en va tout doucement vers les 2 milliards. Non mais Donald, si tu as un problème avec les zéros, ne perds pas de vue que la guerre du Pacifique, elle est terminée depuis plus de 70 ans, hein, et là, c'était des Japonais, pas des Chinois. On peut aussi comparer avec tes 4000 morts par jour, qui décimeraient la Belgique en 7 ans et demi, là où ton pays tiendrait près de 225 ans. Non mais on en parle de tes 50 000 morts, l'un des pires bilans humains, environ le tiers des décès dans le monde entier. Si on fait ce genre de calcul erroné, en le mettant par jour, la Belgique tient à peine 7 mois. Alors, pour ce qui est de l'évaluation de la trouillométrie, c'est un nouveau mot, je viens de l'inventer, je ne sais pas trop s'il faut tenir compte de la menace d'attentat révélée par l'OCAM, c'est-à-dire l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, peut-être en rapport avec les émeutes d'Anderlecht. On est bien obligé de se contenter de dire il ne manquait plus que ça. Mais ça me permet d'assurer la transition avec l'euphorie du déconfinement à laquelle on peut s'attendre, tout dépendant toujours du CNS dont je n'ai pas encore connaissance au moment où je réalise cette vidéo. Mais peu importe, puisque vu l'évolution de la courbe, la pression des secteurs économiques et le danger très concret qui menace nombre de travailleurs, il est certain qu'on va vivre une forme de rapprochement progressif et très contrôlé. En se projetant dans un avenir à court terme, on peut hélas craindre des choses terribles, à commencer par un retour en force de la pandémie. Je ne demanderai évidemment pas mieux que de me tromper. Je n'ai sans doute jamais autant eu envie que l'avenir me démontre que j'ai eu tort. Mais si je devais avoir raison, et nous ne tarderons pas à le savoir, on s'orienterait alors vers mes prédictions les plus pessimistes. Rappelons à ce sujet que Sophie Wilmès, notre première ministre qui préside le rapport du CNS, est très loin d'exclure cette possibilité et insiste lourdement sur une éventuelle marche arrière en urgence, en redoutant un nombre de morts qui serait alors bien supérieur à ce que nous avons connu jusqu'ici. C'est-à-dire que la manœuvre de déconfinement que nous allons vivre sera tout particulièrement délicate. En effet, on se trouve un peu entre le marteau et l'enclume. On peut, comment vais-je dire, ou bien on poursuit le confinement par principe de précaution, mais dans ce cas, on se rapproche encore de l'effondrement économique auquel je faisais précédemment allusion. Cependant, je rappelle aussi que nos politiciens doivent être parfaitement au courant de son caractère inévitable, inéluctable. Dès lors, le retour à une activité économique apparaît comme une tentative désespérée qui ne servirait qu'à masquer l'aboutissement final et que, dans l'autre cas, on court droit à la catastrophe annoncée avec un renforcement conséquent de la stratégie. En termes plus clairs,
Sauf miracle, les carottes sont cuites. Bon, au moment où je vous parle, la réunion du CNS n'est pas encore terminée. Je vais donc en profiter pour évoquer avec vous quelques scénarios loufoques auxquels on pourrait assister. On en viendra aux choses sérieuses après. Alors on peut s'attendre à un grand rush sur les plages de notre littoral. C'est assez difficile à imaginer sans l'ouverture des cafés, des restaurants et des hôtels, des marchands de crème glacée, mais c'est aussi difficile à imaginer sans le port du masque obligatoire. Dès lors, il faudra prendre l'habitude de manger selon une technique à définir, on va dire. Que faire pour boire son verre de vin ou de bière, ou plutôt comment faire, parce qu'avec le masque, bon. Comment manger une glace avec un masque aussi, hein. Bon. Comment fumer une clope sans mettre le feu à son masque? Ce serait dommage lorsque l'on sait que la nicotine protégerait contre le coronavirus. Mais chouette, nous allons nous dorer sur le sable. Sauf que si des touristes arrivent par dizaines de milliers, la distanciation sociale risque vite de devenir très compliquée. Qui est déjà allé à la plage en temps normal et en pleine saison voit très bien de quoi je veux parler. Bonjour, les altercations et les bagarres entre individus masqués qui se tapent dessus à 1,50 m de distance. Plus marrant, ce sera de voir les vacanciers revenir avec le front tout bronzé et la mâchoire style cachet d'aspirine. Remarquez qu'ils peuvent aussi revenir la semaine suivante en adoptant la technique inverse pour équilibrer, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour ce qui est de conduire, ça risque d'être plus mortel que le coronavirus. Alors, je viens de téléphoner à Donald Trump, lequel m'assure qu'il n'y a aucun risque sur le plan légal. Le masque sera obligatoire, mais nobody n'a précisé où il fallait le porter, partie haute ou basse of the face. Dès lors, la solution est very easy. Il suffit de cut la poire en deux, on le met soit on the left side, soit on the right one. Somme toute, on a le choix entre être contaminé, d'avoir le corona ou le virus. Moi, je vous conseillerais le Covid, c'est plus rapide. On en vient à présent aux choses sérieuses. La réunion du Conseil national de sécurité est à présent terminée. Les discussions ont duré plus de 8 heures et disons-le clairement, le travail est conséquent. Étant donné que je ne m'adresse pas à un auditoire spécifiquement belge, je vais m'en tenir à ce qui intéresse tout le monde. Comme je le prévoyais, le déconfinement se présentera en plusieurs phases. Si vous avez bac+12, ça aide pour les comprendre. Aussi, je vais simplifier. Un premier élément se dégage, et c'est tout à l'honneur du CNS, c'est que l'on remarque une grande volonté de prudence dans la libération de certains secteurs d'activité, mais qui dit prudence dit danger. Donc, dans le même temps, l'éventualité d'un rétropédalage d'urgence reste envisagée, comme je le disais, pour le cas où les choses tourneraient mal. Entendez donc si le nombre de contaminations, d'hospitalisations et de décès venait à remonter en flèche. Alors, avec tout le respect que je dois aux personnes qui ont fait ce travail méritoire, je ne peux m'empêcher de penser que l'on se sert de ces premières personnes que l'on envoie au travail un peu en guise de cobaye. Mais y a-t-il vraiment moyen de faire autrement? Sur le plan économique, sans doute, mais pour la santé. Même chose pour les enfants, les étudiants plus précisément, dont une rentrée scolaire très partielle et très contrôlée est prévue, et assortie de propos rassurants qui veulent que les enfants soient beaucoup moins contagieux et moins susceptibles d'attraper le coronavirus. Mais voilà, environ un quart de la population belge a réagi exactement comme je l'aurais fait si mes enfants avaient encore été en âge de scolarité, c'est-à-dire pas question qu'ils retournent à l'école, quelles que soient les conditions. En effet, si un expert prétend que le risque ne s'élève pas à plus de 2% des individus, je n'aurais aucune envie que l'un de mes enfants fasse partie du lot. Le CNS a évidemment évoqué le port obligatoire des masques et contrairement à ce que je disais tout à l'heure, il devrait être gratuit, mais ça, on verra bien ce qu'il en sera sur le terrain et le moment venu. Dans la même foulée, la Belgique a fourni des précisions précieuses. Le masque devrait couvrir le nez et la bouche. On apprend des choses. Il a fallu 8 heures pour ça, j'espère qu'on a parlé d'autres choses quand même. Le rapport du CNS est long et compliqué et ne peut forcément pas répondre à toutes les questions, puisqu'une grande partie de la problématique dépend de l'évolution des choses. Je vous ferai donc grâce de ces nombreux détails. Mais il faut encore citer un élément non négligeable qui réside dans le testing et surtout le tracing. Je ne m'étendrai pas sur le testing, c'est-à-dire le dépistage, attendant de voir justement ce que cela donnera en réalité sur le terrain.
Par contre, il a été question du tracing un peu comme une première ébauche très soft, laquelle permettrait d'aborder le sujet presque sans avoir l'air d'y toucher. Disons que l'impression que cela m'a donné, c'est un petit peu comme le troupeau d'éléphants qui a réalisé de louables efforts pratiquement surhumains pour préparer une attaque surprise. On gardera un œil attentif sur le cas de la Chine, où l'on a assisté à un retour de la pandémie et du confinement dans une région très éloignée de Wuhan. Cette fois, ce sont donc des chauves-souris russes qui sont entrées en action, ou plus simplement les touristes. Quoi qu'il en soit, le spectre d'un retour en force du coronavirus reste bien présent, prêt à la contre-attaque et à ses suites éventuelles. Dans ce cas, il faut bien penser à l'impact psychologique, sanitaire et économique que cela aurait, et on reviendrait alors tout à fait sur les rails de ce que j'avançais précédemment. Pendant tout ce temps, il conviendra de bien garder à l'esprit que le Covid-19, puisqu'il existe, présente des particularités très dangereuses au niveau des possibilités de récupération. En effet, il est on ne peut plus discret, vu ou même pas vu, puisqu'il est invisible, que ces symptômes, quand il y en a, parce que ce n'est pas toujours le cas, sont des symptômes finalement très anodins que l'on peut rencontrer fréquemment dans la vie courante et dont on se soucie généralement peu. On peut avoir 38 degrés de fièvre d'habitude, on n'appellerait pas l'ambulance pour ça. Heureusement que l'on ne se rend pas à l'hôpital à chaque fois que l'on tousse ou que l'on a de la diarrhée, sinon il est certain que nos établissements seraient saturés. Pareil pour un mal de tête, une céphalée si vous désirez un mot plus savant, etc. Sans compter que les 10 symptômes se diversifient tout en restant très discrets et peu graves, ce qui permet justement et paradoxalement à tout le monde de s'inquiéter pour un oui ou pour un non. À tout moment, tout le monde peut se croire atteint à tort ou à raison. Cela contribue à une vulnérabilisation extrême de notre population, vrai pour tous les pays, sauf que cette généralisation contribue à son tour au contexte de peur omniprésente et donc à notre conditionnement déjà en marche. La situation reste donc particulièrement délicate et toujours conforme à mes prédictions. On approche tout doucement de la fin de cette vidéo et je ne vais toutefois pas faire l'impasse sur les sujets qui fâchent. Je vais au contraire attaquer de front les points les plus sensibles. Je vais parler du complotisme, de la 5G, de la puce RFID et des coulisses pharmaceutiques. Alors, comme je ne peux pas être spécialiste en tout et que je ne suis ni pharmacien, ni médecin, ni virologue, ni infectiologue ou épidémiologue, je ne toucherai ces sujets que du bout des doigts, bien lavés au savon et même avec une solution hydroalcoolique, et je céderai la parole à des personnes bien plus érudites que moi. Je vous conseillerais en revanche vivement de prendre connaissance des références que je vous fournirai dans leur totalité, même si c'est long, car vous allez apprendre une foule de choses passionnantes et vraiment très importantes, lesquelles s'ajoutent à celles que je vous ai déjà proposées dans ma dernière vidéo. Alors pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, vous trouverez un lien à la fin de cette vidéo aussi. Au niveau des coulisses pharmaceutiques, vous trouverez ci-dessus une fiche qui vous donnera accès à un premier documentaire. La qualité sonore n'y est pas excellente, mais les propos sont parfaitement compréhensibles. Et pour poursuivre dans le même sujet et déjà anticiper un peu sur celui du complotisme, je vous inviterai à consulter le documentaire que voici, qui est nettement plus court, voilà, il doit s'ajouter ici quelque part au-dessus, mais il est très explicite, et dans celui-ci, vous allez trouver le témoignage d'une députée européenne qui s'exprime à propos de conflits d'intérêts entre le monde politique et les laboratoires pharmaceutiques. J'espère que vous aurez la présence d'esprit de faire le rapport avec la polémique qui entoure le professeur Didier Raoult et sa fameuse hydroxychloroquine avec l'azithromycine. Et je reçois à l'instant l'information selon laquelle le professeur Raoult pourrait être rayé de l'ordre des médecins pour ne pas avoir suivi les procédures officielles. Si elles se confirment, cette nouvelle me scandalise. Alors d'un côté, on a une sommité mondiale de la médecine, quelqu'un qui soigne des patients, qui obtient des résultats positifs et que l'on bloque, que l'on empêche de soigner en rond, alors que de l'autre côté, on autorise donc un système d'euthanasie
comment vais-je dire, provoqué, c'est vraiment du n'importe quoi, là, je suis halluciné, scandalisé. Enfin bon, on verra quelles seront les suites de cette affaire. Voilà, avant d'aborder le sujet suivant, je vais vous faire part de faits relativement anecdotiques, mais parfaitement authentiques, et que je rencontre au quotidien. Je le dis tout de suite, peut-être que c'est sans rapport, complètement fortuit, il ne faut pas voir le mal partout, etc. N'empêche, ça assurera en tout cas la transition avec le sujet du tracing et du puçage humain à la puce RFID. Or donc, je ne vous apprendrai rien en vous disant que, en tant que président du CERPI et chef d'enquête de ce groupement, puisque nous avons parfois touché à des domaines très sensibles. Il fallait s'y attendre. Je fais l'objet d'une surveillance toute particulière de toutes sortes d'instances, laquelle a rendu ma vie quasi intenable, ce qui justifie d'ailleurs, du moins en partie, que j'ai cessé mes activités, ou plus exactement que j'ai pris un certain recul. C'est ce que j'ai appelé ma retraite parapsychologique ou ufologique, enfin, et ufologique, qui n'est d'ailleurs en fait qu'assez relative. Soit, je ne suis pas je suis absolument pas parano. Au contraire, j'ai vécu longtemps comme si tout le monde il était beau et tout le monde il était gentil, et la réalité est différente, bien sûr. Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, après plusieurs tentatives d'assassinat, mais aussi quelques agressions, on voit déjà les choses autrement. La présence de rôdeurs près de mon domicile, la mise sous écoute avérée de ma téléphonie, des agissements très virulents sur notre site internet, sans compter les manœuvres scandaleuses d'une chaîne de télévision, ont achevé d'éveiller ma méfiance. Et justement, comme par hasard, ces derniers temps, j'ai remarqué un nombre incalculable de bizarreries dans les télécommunications en général. Or, bien sûr, une partie peut facilement s'expliquer, et par exemple, la déconnexion Internet par le télétravail, l'utilisation intensive en raison du confinement, etc. De même, les difficultés rencontrées en matière de téléphonie peuvent s'expliquer par la situation actuelle elle-même. On peut multiplier les exemples, mais il y a des moments où les choses vont trop loin, beaucoup trop loin. Et je préfère vous le dire tout de suite, je ne suis pas le seul dans le cas, loin s'en faut. Ainsi, par exemple, l'utilisation du téléphone n'est pas devenue erratique. Ce ne sont pas seulement des sonneries d'occupation ou de saturation dont il s'agit, mais il y a aussi des signes que je connais parfaitement depuis le temps, vous imaginez bien, qui ne trompent pas et qui indiquent que l'on travaille sur la téléphonie, mais d'une manière, disons, un peu occulte. Pour ce qui est de la télévision, c'est pareil. Et sans entrer dans les détails, c'est vraiment une situation parfois hallucinante que nous rencontrons. Et non, je ne suis pas stupide, je connais le rôle des CPL, je sais faire un reset, je peux localiser un appareil incriminé, je peux vérifier les connexions, etc. et faire la distinction entre ce qui est normal et ce qui l'est moins, ou pas du tout. Et récemment, sans aucun avertissement de l'opérateur, ni sur papier, ni par mail, ni par quelque moyen que ce soit, j'ai été avisé, mais par mon système, de la mise en œuvre d'un nouveau réseau, pardon. Ah bon? Tiens. Alors, comme ça, euh, sans avertissement, comme ça, voilà. Alors, le réseau en question est parfaitement sécurisé, apparemment, sauf que je me suis aperçu aussi qu'une partie de la sécurisation en question était assurée par un organisme militaire. Et ça, j'aime moins. Bon, le problème a été résolu entre-temps. Je savais déjà que l'opérateur avait recours à un système de sécurisation ayant lui-même recours aux structures militaires, mais j'avais fait le nécessaire pour m'en désolidariser. Eh bien, vous voyez, ils ont tout de même essayé de me le fourguer, ce système. Pas de chance, ils sont tombés à la mauvaise adresse. Alors, sans accuser personne, ni vouloir tirer de conclusions hâtives, cela donne l'impression que l'on pourrait bien être occupé d'installer subrepticement une structure parallèle ou imbriquée qui devrait entrer en relation avec un système de surveillance généralisé. Bon, vous allez encore me dire que je lis trop de romans de science-fiction ou d'espionnage, mais d'abord, ce n'est pas le cas. Ensuite, si vous voulez absolument
évoqué l'ASF, je rappellerai que le célèbre 1984 de George Orwell est une fiction désormais depuis longtemps dépassée par la réalité. En parallèle à tout cela, je me suis aperçu de ce que beaucoup de personnes sont tellement absorbées par le coronavirus, les chaînes officielles ou Netflix, contre qui je n'ai absolument rien, je n'y ai même pas accès d'ailleurs, ne se rendent même pas compte de ce qu'il se passe parfois des choses assez grandioses qui font partie de notre quotidien mais qui passe totalement inaperçu. C'est le cas par exemple de la mise en orbite de quantités de satellites made in SpaceX. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière non plus. Le but visé, ou plutôt la quantité, c'est tout simplement 42 000. Je me base ici maintenant sur un article de Science et Avenir qui dit ceci. Je ne fournis que de petits extraits en guise d'illustration pour respecter les droits d'auteur. L'administration des communications américaine a transmis le 7 octobre 2019 à l'Union internationale des télécommunications à Genève 20 demandes concernant chacune 1500 satellites, a confirmé à l'AFP Alexandre Vallée, chef des services spéciaux à l'UIT. Un simple calcul permet de dire que 20 fois 1500, cela fait déjà 30 000. Et ceux-ci viennent effectivement s'ajouter aux 12 000 déjà prévus. Le compte est bon. Je poursuis la lecture avec un autre petit extrait. Un porte-parole de SpaceX n'a pas directement confirmé le nombre, mais a déclaré que la société prenait des mesures pour développer la capacité totale et la densité de données du réseau Starlink afin de répondre à la croissance anticipée des besoins des consommateurs. Starlink sera une constellation de mini-satellites fournissant un Internet à haut débit sur Terre. Fin de citation. Je ne sais pas si vous imaginez la performance technique qui est occupée de se produire, au point d'ailleurs de gêner les observations astronomiques, sous prétexte de mieux couvrir l'Afrique par exemple, ou de nous faire gagner 2 ou 3 secondes pour le téléchargement d'un film, et autre chose tout aussi précieuse. On doit y croire tout de suite ou bien on a le droit d'attendre encore un peu, hein? Ne sommes-nous pas en droit d'imaginer que cette fameuse 5G dont on parle tant soit peut-être là pour agrémenter ta soirée devant le PC, les performances de nos smarts et tout est quanti, mais surtout pour permettre le transfert de très grandes, d'énormes quantités d'informations, de data, et que contiendraient ces informations, outre des données militaires? Eh bien, je me sens en droit de penser à une immense base de données concernant la totalité des informations personnel de chaque citoyen. Et c'est là que l'on en revient à notre fameuse puce RFID. Ah, à ce propos, vous trouverez aussi un petit documentaire dans la fiche que vous voyez ci-dessus. Cela concerne plus précisément le principe de tracing, auquel pour ma part il est absolument évident que l'on travaille d'arrache-pied et dont nous ferons les frais en perdant tout de notre vie privée, de nos droits et de nos libertés. C'est donc un sujet très grave à propos duquel je vous invite tous à vous préoccuper sérieusement, très sérieusement. Sur ce sujet, vous aurez également un autre documentaire dans le descriptif ci-dessous, donc vous avez de quoi faire, vous avez de quoi lire et de quoi vous faire votre propre opinion. Certains ont prétendu que la 5G était à l'origine de la pandémie du Covid-19, c'est-à-dire qu'elle en aurait été finalement la cause. Je pense qu'il faut voir le problème autrement et se dire que le coronavirus est quelque part un prétexte favorisant l'implantation de la 5G. Juste une petite précision supplémentaire, même si l'on refuse l'idée du puçage RFID, obligatoire via un vaccin, il ne faudrait pas perdre de vue que des solutions alternatives existent, et notamment via les tatouages très à la mode ces derniers temps. Hello les jeunes, il va être temps d'y penser et de vous manier le cul. Si l'on voulait faire dans le religieux, un domaine qui, même s'il est en régression, touche malgré tout plusieurs milliards d'individus, on pourrait comparer ceci au nombre de la bête, précurseur de l'antéchrist et de l'apocalypse. Mais ne vous y trompez pas, apocalypse n'est pas synonyme de fin du monde, mais bien de révélation. Alors, comme le CERPI est apolitique, est totalement indépendant de toute obédience, quelle qu'elle soit, je n'épiloguerai pas sur ce dernier sujet. Mais si vous êtes croyant, quelle que soit votre confession, vous avez maintenant une raison de plus de vous intéresser au problème du coronavirus sous un autre angle, et c'est ce que je n'arrête pas de dire depuis le début.
Il n'y a en effet pas que notre population à être malade du coronavirus. Notre démocratie est également profondément atteinte. Et vous trouverez dans la présentation de cette page, sous la vidéo, un lien vers un article de la Libre.be. Il est long et bourré de références philosophiques et littéraires, mais je vous invite fortement à prendre connaissance de cet article, de prendre le temps de le lire, et je remercie ici la personne qui me l'a communiqué, et elle se reconnaîtra, bien entendu. Il reste encore un sujet que j'ai passé en suspens jusqu'ici, c'est celui du complotisme. Alors, peu après le compte-rendu du CNS, Dominique de Moulin, encore elle, évoquait quelques théories conspirationnistes et autres avancées parfois risibles d'internautes qui, c'est vrai, polluent parfois le net avec leur lot de bêtises. Il n'y a pas que Donald Trump. Hein. Complotisme et conspirationnisme vont un peu de pair avec désinformation. À ce sujet, je voudrais toutefois rappeler que la propagande a largement fait ses preuves durant la Seconde Guerre mondiale. La preuve par Goebbels. Et qu'est-ce donc que la propagande, sinon une manœuvre guerrière, mais nous sommes en guerre, ou militaire, et guerre rime avec militaire. Une manœuvre donc de désinformation ou de mésinformation. Mais qu'en est-il en réalité? Sur base de mon expérience personnelle, je ne pourrais que vous conseiller de vous méfier par-dessus tout des informations officielles. C'est parmi celles-ci que j'ai rencontré les pires menteurs, ce qui ne veut bien sûr pas dire qu'il faille mettre tout le monde dans le même panier. Mais pour vous parler de ce sujet de façon magistrale et terminer cette vidéo en beauté, je vous invite à prendre connaissance d'un autre documentaire et celui-ci vaut vraiment le détour. Pour en prendre connaissance, il vous suffit de cliquer sur la fiche ci-dessus. Surtout, ne la négligez pas. C'est probablement l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Et en fait de conseils, je vais poursuivre ce que j'avais commencé dans ma vidéo précédente en évoquant les points suivants présentés en vrac. Alors, c'est pas trop le coronavirus qui sera mortel, mais surtout tout ce qui tournera autour. Et en fait, cette année, il n'y a pas eu de grippe saisonnière. Alors, demandez conseil aux vieux, tant qu'il y en a, et demandez-vous pourquoi aussi ils crèvent. Méfiez-vous des médias officiels, comme de la peste. Je sais, je l'ai déjà dit, mais il faut que ça rentre. Cela dit, faites gaffe aussi à Internet et aux réseaux sociaux qui sont capables du pire et du meilleur. Donc faites le tri, vérifiez, contrôlez, croisez vos informations. Ne gobez pas tout ce que l'on vous raconte. Prenez conscience de l'existence des nouvelles grandes puissances, lesquelles ne sont pas forcément celles que vous croyez. Luttez contre les GAFA. Si vous ne savez pas ce que c'est encore pire. Alors justement, réveillez-vous et renseignez-vous. Tant qu'on y est, réveillez les gens autour de vous. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut réveiller les gens dans leur lit à 3 heures du matin, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire qu'il faut les sortir de leur caractère amorphe, de simples suiveurs de bandes, de moutons de panurge, qu'ils ouvrent les yeux et sortent du formatage qu'on leur impose. Il est temps de vous bouger, les gars. Et si vous voulez que je vous le dise autrement, et avec l'accent du Québec, où c'est connu, tout commence par un cul et finit par un bec, eh bien voici. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais grouiller le cul. Et c'est là que l'on en vient à notre fameuse puce RFID. C'est mieux qu'une puce. Ah, ah, à ce propos, vous trouverez aussi un petit commentaire dans la fiche que vous voyez ci-dessus. Cela concerne plus précisément le principe. J'y arriverai plus, il faut que je la reprenne celle-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite plein de bonnes choses. Salut, bye bye.